Bonjour les gens, une vidéo un peu particulière aujourd'hui, parce que je me suis décidé quand même à faire une sorte de bilan sur la musique que j'ai écoutée durant l'année 2017. Le truc c'est que ça fait un sacré bail que je n'ai pas chroniqué de musique sur le blog. La disparition du blog des Immortels n'a rien arrangé à l'affaire, mais je ne vais pas me voiler la face non plus. Le problème est depuis bien avant ça, c'est moi. Est-ce flemme, manque de curiosité, conservatisme de vieux con? Le fait est que je ne me tiens guère au courant de l'actualité musicale et tends à me repasser sans cesse les mêmes vieux machins. 2017 a sans doute constitué une nouvelle preuve de ce triste état des choses. J'ai très peu écouté de nouveautés et peut-être faudrait-il en su employer des guillemets de toute façon, car aucun des albums que j'ai écoutés avec un tant soit peu d'attention n'est à proprement parler le fait de petits jeunes. En fait, il n'y aura dans les lignes qui suivent qu'un seul premier album, mais c'est celui de Dead Cross, et je ne peux pas vraiment prétendre que Mike Patton et Dave Lombardo soient très exactement des inconnus à mes oreilles. Putain, ils sont la raison même pour laquelle j'ai écouté cet album. Bon, tentons quand même de dresser un bilan ultra personnel et honteusement lacunaire donc. D'abord, ce que j'ai adoré. Déterminer le tiercé gagnant de cette année 2017 n'est guère compliqué. Attribuer une place précise sur le podium à chacun de ces albums, c'est autre chose. J'imagine que nous pourrions commencer avec American Dream de LCD Sound System. Bien placé au classement des reformations qui ne surprennent personne, la bande à James Murphy n'en a pas moins parfaitement maîtrisé son comeback, y compris en teasant avec la diffusion préalable de plusieurs titres de qualité dans des registres assez variés. American Dream, Call the Police, et peut-être surtout le clippé Tonight, vraiment bon. Alors, tout ça, je le dis, hein, ce sont des morceaux généralement qu'on trouve sur YouTube, hein, donc les liens apparaissent dans l'article sur le blog si jamais, sinon vous pouvez les trouver par vous-même. Il y a quelques petites exceptions. Sur le moment, j'avais lu quelques retours sans doute un peu snobinards et qui se pinçaient le nez devant cette reformation de gens qui n'avaient plus rien à dire. Je trouve ça absurde. American Dream est un très bon album, bien meilleur en ce qui me concerne que This Is Happening, et peut-être aussi que LCD Sound System, album séminal sans doute, mais qui valait surtout pour son deuxième disque débordant de tubes, pas loin en fait de Sound of Silver peut-être. Surtout Murphy et compagnie m'ont paru atteindre ce rare équilibre qui les caractérise dans les meilleurs moments, entre gimmicks discoïdes bondissants et chavirants, pop léché aux mélodies subtilement imparables, et tons aigre-doux, parfois ludiques, parfois mélancoliques. Un très beau retour donc, hipster peut-être, mais on s'en fout. Autre vieux crouton qui s'était séparé un temps, mais dont la reformation date cette fois de quelques années déjà, les post-rockers canadiens de Godspeed You Black Emperor ont livré en 2017 un très bon Luciferian Towers, qui m'a bien d'autrement convaincu que leur précédent titre en 2015, Asunder Sweet and Other Distress, qui m'avait globalement laissé indifférent. On n'atteint peut-être pas le niveau exceptionnel de l'album de la reformation, l'excellent Alleluia Don't Bent Sun, qui comprenait notamment le sublime Mladic, mais Luciferian Towers, album d'une belle cohérence, qui m'a fait l'effet d'être moins sombre que les précédents, limite péchu parfois, bon limite, hein, constitue une fresque musicale continue des plus fortes où c'est l'ensemble qui compte avec son unité. Il va de soi que je pèterai les rotules de quiconque qualifierait ce son de rock progressif, mais étiquette ou pas, j'ai trouvé que cela fonctionnait remarquablement bien, sur un mode entêtant et envoûtant caractéristique des plus forts titres du groupe. Bon, sans aller jusqu'au scandaleusement parfait et déprimant au possible Sleep sur Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven. Ces deux albums sont excellents, mais je crois que celui que j'ai préféré en 2017 a été conçu par un groupe, certes déjà très appréciable, et depuis quelques années tout de même, mais qui faisait sans doute moins figure de pointure. Amènera pour l'excellent album sobrement intitulé Mass Six. Post-metal ou post-hardcore ou doom ou sludge, je ne sais pas et qu'importe, ce groupe belge est brillant. Noir, oui, mais brillant. Dans la galaxie Doomstoner Bludge, où je me sens bien, mais où la créativité n'est pas toujours le maître mot, hein, à force de variations méga lourdes, méga grasses, méga lentes sur le Black Sabbath première période, j'y reviendrai, amènera bien davantage de personnalité et produit une musique immédiatement identifiable. Et les hurlements à s'arracher la gueule dans une inqualifiable torture de Colin Van Eyck y sont clairement pour quelque chose. C'est aussi, disons-le, horriblement dépressif. J'apprécie les musiques sombres, mais peu me sont aussi agréablement insupportables de douleur. Mass Six est un album sublime, donc, ce qui m'a fait redécouvrir ce qui précédait, au point de la passion. Je vous encourage notamment à regarder un concert qu'on trouve sur YouTube, qui a été fait à l'ancienne Belgique tout récemment. C'est vraiment très fort. Alors, même si le trip Mazo Body Art truc, c'est vraiment pas pour moi.
Amenra par ailleurs n'a pas seulement conçu l'album que j'ai le plus écouté cette année, ils y ont aussi inséré le morceau que j'ai le plus écouté cette année, et non, les deux choses ne vont pas toujours de pair. C'est le parfait A Solitary Rhine qui m'a littéralement scotché par terre à la première écoute et a systématiquement continué à le faire par la suite, et ceci alors même qu'ils y osent le chant clair sur fond métal, pratique qui 90 fois sur 100 me vrille douloureusement les oreilles. Remarquable, peut-être même parfait, ce qui lui valait bien sous sa forme clippée d'introduire cet article et même cette vidéo du coup. Voilà pour les 3 albums que j'ai adorés cette année, d'autres m'ont beaucoup plu sans atteindre le même niveau. Ainsi du premier album de Dead Cross intitulé Dead Cross. Pas exactement des débutants, même si l'expression de supergroupe fait toujours un peu peur, et le plus souvent à raison, aussi vaut-il mieux la laisser de côté. Quoi qu'il en soit, on y retrouve l'hyperactif Mike Patton au chant et le mythique Dave Lombardo à la batterie, qui refont Mumuse ensemble comme dans Fantomas jadis. Et je ne vais pas vous mentir, ce sont surtout ces deux noms qui m'ont attiré dans tout ça. Des deux autres membres du groupe qui me semblent avoir eux aussi plus d'une corde à leur arc, je ne savais absolument rien. La promo de l'album a inévitablement joué la carte de la surréférence, aussi violent que Slayer et aussi fou que Fantomas. Disons-le, Dead Cross n'est ni l'un ni l'autre. Mais cela reste un beau concentré d'agressivité, avec le grain de folie qui fait la différence. Dans le registre vieux con, j'ai relevé quelques réussites de groupes bien établis, voire plus que ça, et que j'écoute de temps en temps, sans pouvoir prétendre être vraiment un fan. Ainsi de Body Count, la bande à Ice-T ayant sorti cette année Bloodlust. Pour être franc, l'album ne m'a pas plus marqué que cela, y compris pour sa très inutile, sans doute, reprise de Slayer, merci quand même. Mais il reste très correct et surtout comprend au moins un excellent morceau, que j'ai presque autant écouté cette année que Solitary Rhine d'Amenra, le rugueux No Lives Matter, concentré de saine colère qui appuie là où ça fait mal. Le rap aigu de Ice-T est presque insupportable et pourtant nécessaire, ce qui ne pouvait pas mieux illustrer le propos, j'imagine. Quoi qu'il en soit, cette tuerie rappelle que la fusion rap d'un côté, metal hardcore de l'autre, a pu donner des choses indispensables, fut un temps. Là on remonte à je sais pas, mais il y a longtemps. Je suppose que c'est aussi dans cette catégorie qu'il faut ranger 2 albums que j'ai peu écoutés, mais appréciés tout de même sur le moment. Ainsi par exemple de The Desaturating Seven de Primus, album concept et ça s'entend, et dont je ne sais pas dire si ça sonne comme du Primus ou pas comme du Primus, sans doute parce que je ne sais pas vraiment si Primus sonne comme quelque chose, autre que Primus et la basse à Les Claypool, certes. Je ne crie donc certes pas au génie, mais relève tout de même que ça fait 2 années de suite que Ludi Claypool se tape l'incruste dans mes bilans musicaux. L'an dernier, c'était pour l'excellent Monolith of Phobos de The Claypool Lennon Delirium, bien plus marquant cela dit, notamment pour l'excellent The Cricket and the Jenny. Ultime exemple dans cette catégorie, eh bien je ne suis pas certain qu'on puisse véritablement parler d'un album, ça semble plutôt relever de la compilation d'inédits, mais j'ai été très agréablement surpris par The Saga Continues du légendaire Wu-Tang Clan. Pas de quoi me retourner, mais c'est tout de même bien bon. Peut-être du rap pour vieux cons, ceci dit, mais surtout que je suis tenté d'y voir comme une leçon assénée par les maîtres. Oh, et si vous avez le temps, je vous enjoins de jeter une oreille sur le très pertinent album de Noël, Make America Say Merry Christmas Again, signé Donald Trump. Hélas, l'année 2017, même avec peu de suivi de l'actualité de ma part, a connu son lot de déceptions. La pire est probablement Igor avec Savage Sinusoid, qui semble pourtant avoir convaincu beaucoup de monde avec son côté groupe plus affirmé et un bon gros buzz. Quant à moi, je n'y ai globalement pas retrouvé la folie jubilatoire et gentiment extrémiste de Alléluia, l'album avec lequel j'avais découvert Gauthier Serre, ce qui m'avait amené à remonter un peu la discographie du projet avec une prédilection pour Nostril. Ce qui me paraissait si joyeusement inventif a très vite tourné au cliché, au banal. Et en même temps, les breaks me manquent, bordel. Bon, en soi, ce n'est pas scandaleux. Je ne dis pas non à petite dose pour un truc comme Cheval, disons, même si, comme pas mal de choses dans cet album, ça dégouline un peu trop de technique. Le sentiment global demeure celui d'espoir déçu, me concernant, et je n'attends plus grand-chose d'Igor, du coup, même si c'est sans doute pas bien malin de ma part de me braquer comme ça. Autre déception pour un album pour autant pas scandaleux, mais dont j'attendais davantage, Electric Wizard et Wizard Bloody Wizard. Joss Osborne et ses copains ont livré un disque, correct, mais qui m'a paru manquer d'âme et de son, qui ne m'a pas semblé aussi calibré Doomstoner qu'auparavant, plutôt quelque chose comme du rock 70s plus généralement. Bon, à tort peut-être.
mais le See You in Hell supposé me teaser, esthétique connotée mise à part, m'avait passablement ennuyé, et le résultat global ne m'a pas convaincu dans cette lignée. Monotone, lisse, fade, aux antipodes d'un Dope Throne, forcément, mais aussi trouvais-je du précédent album, Time to Die, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Sentiment peut-être un peu comparable concernant le Shake the Shudder de Chick Chick Chick, groupe qui reste parmi mes meilleurs souvenirs de concert, mais dont les albums sont tout de même bien inégaux. Je ne suis donc pas leur activité dans le détail, on va dire, mais de temps en temps j'accroche vraiment sur un morceau. Freedom 15, il y a 2 ans de ça, était une vraie bombe, et que je me repasse régulièrement pour sautiller tout seul comme un con devant mon PC. Concernant Shake the Shudder, ben voilà, sur la durée, comme souvent, un vague ennui. Et un manque d'implication de ma part sans doute, au point que je ne sais même pas que penser du lissage passablement house qui paraît toujours plus présent dans les productions du groupe. Cela n'empêche pas que l'on y trouve quelques bons morceaux bien bondissants comme Dancing is the Best Revenge ou encore Anna GQ, très efficace. Par contre, Nick Offer reste en tête du classement des types qui ont le plus invraisemblablement la classe en short. À ce stade, on peut bien le dire, le classement est définitif pour les siècles des siècles. Amen. Dans Para. J'ai beaucoup écouté les groupes qui précèdent au cours de ma misérable vie, mais sans doute pas autant Stupéflip. Un truc très malin, très bien pensé pourtant. Et des albums comme Stupéflip et The Hypnoflip Invasion, je suis pas très fan de Stup Religion, sont vraiment excellents. Des trucs pas seulement au-dessus du lot, mais carrément en dehors, à quelques années-lumière de là. Après avoir enchaîné je ne sais combien de fois le trio fatal de The Hypnoflip Invasion, à savoir Stupéflip Vite, La Menuiserie et Gaël, parfaitement je suis fan de pop hip, c'est le meilleur. J'étais tout de même bien curieux d'écouter le nouveau Stup Virus. Franchement, financement participatif ou pas, bon, je rentre pas là-dedans. Ce n'est pas un mauvais album, mais je me suis quand même un peu fait chier. Rien qui m'ait vraiment emporté, quoi, comme dans Stup Religion en fait, et une tendance du crew à l'autoglorification qui relève peut-être des satanées manipulations narratives de l'auditeur dont ses membres sont coutumiers, mais je suis faible, et si le teaser The Antidote était assez correct, au bout de 54 Stupéflip c'est trop bien et on te pète la gueule d'abord par morceau, j'ai l'impression étrange d'écouter un album de rap français ou de Manowar, allez savoir. Bien mais pas top, ouais, allez, positivons. D'autres titres sont hors concours, mais pour des raisons très diverses, qui peuvent les tirer vers le haut, vers le bas, ou nulle part, et tant pis. Tenez les vieux papis de Black Sabbath, par exemple, qui tirent leur révérence, pour la dernière fois, avec The End. Et attention, car il peut y avoir des confusions, je parle bien de l'album live, donc pas vraiment un album, d'où leur concours, enregistré à la Birmingham Natal le 4 février 2017, pour clôturer la tournée du même nom et la carrière de ce groupe très multiforme en même temps. Si Tony God Iommi a fait la démonstration qu'il avait encore des putains de riffs sous le coude, avec l'étonnamment très très bon 13, je me méfiais néanmoins de ce genre de concert après m'être enquillé trop de vidéos où un Ozzy définitivement cramé et trop souvent ridicule en fait était complètement à côté de la plaque. Le premier morceau de ce live, le séminal et grandiose Black Sabbath, m'a fait très peur à cet égard, Ozzy adoptant un rythme un peu bizarre. Mais après, ça va en fait. Sans autotune, putain. Bon, il multiplie toujours les gamineries, hein, mais je suppose qu'on peut les lui pardonner sans trop de peine. Qu'il s'amuse toujours autant depuis 1968, au fond, c'est plutôt un bon point, non? Si ce live pêche quelque part, à mon sens, c'est du côté de la batterie, avec un Tony Clufetos remplaçant le légendaire Bill Ward, et dont le jeu m'a paru bien impersonnel. Bon, en même temps, hein, ouais, mais aussi terne et mou. L'interminable et très chiant solo de batterie sur Rat Salad me confirme dans cette opinion, bien loin d'arranger les choses. Et pourtant, globalement, ce live, focalisé sans surprise sur la grande période avec Ozzy, hein, est vraiment bon. Les riffs de Iommi sont toujours aussi parfaits et Geezer Butler les sert bien de ses parfaits contrepoints. La bonne ambiance de l'ensemble, entièrement joviale, mérite bien qu'on confère à ses adieux une bonne note. Bye Sabbath, bye. D'autres albums sont hors concours pour une toute autre raison. Je ne les ai pas aimés, mais sans en déduire qu'ils étaient à proprement parler décevants ou pire mauvais, simplement qu'ils n'étaient pas pour moi. Le meilleur exemple ici, c'est le Deus Salutismae de Bloodhouse Nord. Je n'y comprends absolument rien, mais rien de rien. C'est trop pour ma pomme. J'avais adoré Memoria Vetusta Free et Saturnian Poetry, somme toute récemment, mais cet album très black metal classique et qui m'évoquait pas mal le meilleur d'Emperor ne me préparait tout simplement pas à ce genre de production autrement rude et qui me dépasse. Il y a enfin d'autres albums que j'ai trouvés médiocres, voire carrément mauvais, mais sans pouvoir parler de déception, tout simplement parce que je les ai écoutés par curiosité un peu perverse, sans rien en attendre au fond.
Nine Inch Nails par exemple, qui fut un de mes groupes cultes il y a de cela une quinzaine d'années. Hélas, depuis, mon gars Trent Reznor s'est trop souvent vautré dans l'autoparodie fadasse, même si ses albums instrumentaux Ghost 1-4 et les collaborations avec Atticus Ross contiennent encore quelques bons moments. Quand il chante par contre, c'est foutu. This is a Trent Reznor song, quoi. J'adore cette vidéo. L'EP Add Violence, en dépit de son titre prometteur, est peut-être un peu moins calamiteux à cet égard, mais bordel, la voix avec ses gimmicks, les riffs de gratte semi-étouffés, les notules de piano à la con, les arrangements, j'ai déjà entendu tout ça bien trop souvent par chez toi, mon gars Trent. Et ce n'est pas en glissant au pif un petit moment noise par-ci par-là que tu retrouveras les sommets de la création. Enfin, cette année, j'ai fait un truc très improbable. J'ai essayé le Roger Waters nouveau. Hein? Quoi? Titré Is This the Life We Really Want, tout un programme, et rassurez-vous, je n'ai pas tenu jusqu'au bout. Mais quelle idée de ma part aussi. Même The Wall, qui fut THE album pour moi, un lâche critique, j'ai du mal à le réécouter. Alors les insupportables The Final Cut ultérieurs et compagnie, je vous raconte pas. Bilan pas très glorieux pour ma pomme, hein, mais certaines choses quand même qui marquent. À l'heure des bonnes résolutions, je promettrais bien de me tenir un peu plus au courant en 2018, mais bon. Et chroniquer sur ce blog? Ben, déjà que je trouve pas le temps pour le reste, hein. Bon, on verra.